Allez, on est de retour dans le port de Monaco avec donc la fin de cette spéciale numéro 14 entre Peracava et la Bolagne Vesubi, qui vient tout juste de s'achever. On va apercevoir le profil de la spéciale numéro 15 entre Lantosque et Lucéram. Alors, juste après l'arrivée de la spéciale précédente, Daniel Elena, qui est à mes côtés, me disait c'est maintenant que le plus dur commence. Le plus dur pour Mikko Hirvonen, j'imagine. Bah, c'est clair, parce que bon, là, il se retrouve un petit peu esselé au classement général. C'est quand même un Monte-Carlo. Il peut y avoir une plaque de glace ou de la neige de spectateurs. Et le problème, c'est que pour lui, il est à 19 km de sa première victoire au Monte-Carlo. Parce que bon, on n'est pas là et on lui a toujours piqué. Et le truc, c'est que voilà, c'est rester concentré. Et c'est ça qui va être le plus dur pour lui à gérer, parce que à Monte-Carlo, on n'a pas le droit de rouler à 80%. Il faut être concentré à 100% tout le long, parce que tout peut arriver dans n'importe quel virage. Et ça va être très très long pour lui. Je pense que ces 19 km pour lui vont en faire 38. Et ça vous démange pas quand vous voyez ça? Vous auriez pas aimé là quand même être aux côtés de Sébastien? No comment. Donc je pense que Sébastien, il est en train de regarder devant la télé. On le salue d'ailleurs. Salut Seb. Bon, un petit coup de rouge à ma santé, hein, tu vois, on n'est pas là. Pas trop quand même. Bah, on a le droit. Oh. Il est assis sur son canapé. Bon, en tout cas voilà, merci pour cette petite analyse. Alors on va ensuite enchaîner avec Jean-Sébastien Vigion, toujours en pleine activité, hein, parce qu'il reste, il est reparti lui maintenant dans cette. Ouais, et avec tout ça, Jean-Sébastien qui a fait son meilleur résultat en spécial tout à l'heure, puisqu'il a réalisé le 6e temps dans le 2e passage là, du fameux col du Turini. Petite consolation, maigre consolation pour Sébastien Ogier quand même. Quoi qu'il arrive, il restera le meilleur performeur de ce rallye. Ah oui, c'est vrai, puisqu'il a remporté. C'est lui qui aura remporté le plus grand nombre de spéciales, puisqu'il en a remporté en tout 7. Il ne pourra pas être rejoint. Donc bon, ça lui enlèvera sûrement pas sa déception, mais bon. En tout cas, je pense que la plus grosse déception, c'était surtout mercredi lorsqu'il s'est fait piéger sur la neige. Je crois qu'on l'a vu. On l'a vu, on l'a même entendu, on l'a bien compris. Voilà, mais c'est bien de temps en temps que les pilotes disent exactement ce qu'ils pensent. Et puis, d'ailleurs, Juha avait repris à peu près le même qualificatif. Allez, on écoute Stéphane Prévost aux côtés de Jean-Sébastien Vigion entre Lantosque et Lucéram. Là, on voit Bruno Magalhaes qui reste un des seuls équipages encore, enfin, un des 2 seuls équipages qui peut encore perdre ou gagner une place. Oui, au vu des écarts qu'on a, parce qu'il faut faire le point après la spéciale donc qui vient de s'achever. Voilà. Bruno Magalhaes qui a 7 secondes derrière Guy Wilkes. Donc c'est, au vu des autres écarts, les seules positions qui sont encore possibles de s'inverser sans problème. Oui, mais c'est compliqué parce qu'il faut faire le point sur l'écart quasiment pendant qu'on roule, hein, et entre. Oui, en plus ils ont quasiment les mêmes choix de pneus, puisque ils avaient tous les deux emmené des roues de secours slick pour cette spéciale, donc ils sont les deux en pneus slick à l'avant et en pneus slick plus ou moins retaillés à l'arrière, donc un choix de pneus, on va dire, quasiment identique. Oui, mais attention, Bruno Magalhaes, il avait été nettement plus rapide que Guy Wilkes dans le premier passage, hein, entre Lantosque et Lucéram. Guy Wilkes qui était le seul avant à être parti avec, il me semble, des pneus à demi-clou. Oui, c'est vrai. Qui avait vraiment fait le plus mauvais choix de pneus tout à l'heure. Donc là, on peut imaginer qu'ils seront à peu près à égalité quand même sur cette deuxième spéciale. C'est justement, c'est la dernière bagarre à laquelle on devrait assister, puisque là maintenant, tous les autres pilotes, je pense, ont qu'une seule idée en tête: passer les 19 derniers kilomètres de cette spéciale qui est très belle. Oui. Et venir nous rejoindre sur le port de Monaco. Voilà, aller déposer la voiture au parc fermé et attendre la cérémonie de demain pour apprécier le cérémonial. Alors est-ce que le copilote a un rôle particulier à jouer, Nicolas Klinger, dans ces dernières spéciales où il faut rester concentré et en même temps ne pas partir à la faute? C'est compliqué, hein. En fait, normalement, lors du premier passage, on va chaque fois prendre ce qu'on appelle des temps intermédiaires. On va à plusieurs endroits dans la spéciale jeter un coup d'œil sur son chrono pour avoir un repère, justement, pour toutes les spéciales qu'on utilisera une deuxième fois, avoir une idée du rythme auquel on est.
Et c'est maintenant vraiment qu'avec ça que les pilotes vont pouvoir savoir si oui, je suis toujours sur le même rythme ou alors si je lâche, je lâche ou je gagne du temps. Yann Kopecky qui était en 6e position du classement général et qui a donc profité de l'abandon de Sébastien Ogier pour gagner une place. C'est important aussi parce que c'est des points supplémentaires qui seront comptabilisés au terme de la saison pour le pilote tchèque. Et sait-on si la couronne IRC se joue à un point? Ça s'est vu dans d'autres championnats se jouer comme ça pour un point. Daniel Elena me regarde derrière avec un grand sourire. Oui, c'est beaucoup mieux de le gagner pour un point que de le perdre pour un point. Ça, c'est une expérience que vous avez également connue. J'ai connu les deux. On l'a perdu en 2003 pour un point. On l'a gagné déjà 2 fois pour un point. Une fois contre Marcus en 2006 et cette année contre Nico. Voilà, comme quoi. On voit la rampe de Bruno qui s'est détachée. On voit, elle bouge beaucoup, elle tremble et on voit un de ces stabilisateurs de rampe, en fait, ces petites barres métalliques qui sont fixées sur le pare-choc qui évitent les vibrations, se promener par moment à l'avant droite. Et là, j'imagine que l'angoisse pour le pilote, c'est que la rampe se détache. Voilà. Se détache. Ça peut justement déconcentrer. J'ai l'impression, vu les signes que nous fait Daniel Elena, j'ai l'impression qu'il a une anecdote à nous raconter. J'ai un souvenir aussi, oui. Moi, j'en parle pas. Alors, on va confier cette anecdote qui a l'air truculente à Daniel Elena. Ben, si vous voulez chercher dans les archives, vous regarderez Mikko Hirvonen l'année dernière au Rallye d'Irlande. Et sa rampe de phare se décroche. Et il se retrouve avec la rampe de phare, mais qui l'éclaire pleine face. Et lui, il comprenait plus rien. Et en fait, il a même pas eu le réflexe de couper les phares. Il était ébloui et il savait plus où il était dans la spéciale à cause de ça. Il n'a pas eu le réflexe de couper les phares. Est-ce que sans rampe de phare, on voit quand même, parce qu'il reste les 2 phares obligatoires sur une voiture. Ouais, mais bon, pas oublier que c'est quand même des voitures de rallye. C'est pas les mêmes fixations. C'est vraiment des phares pour le code de la route. Quand on est sur les routiers, ça éclairera jamais comme une rampe de phare. Et par contre, ça peut se payer très 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 cher à la fin d'une spéciale. Ouais, alors on a des doutes en termes de visibilité. On ne sait pas vraiment si les pilotes ont besoin de voir la route parce que alors on a eu mercredi une spéciale. On était en caméra embarquée dans la voiture de Tony Gardemeister qui avait visiblement un problème de désembuage. Je sais pas, je crois que vous étiez devant votre télé vu le nombre de SMS que Nicolas Klinger a reçu. En gros, il voyait rien. Et à l'arrivée de la spéciale, il nous a parlé des pneus, de la route, mais jamais de ses problèmes de vision. Ben ouais, non, parce qu'il est tellement concentré à se battre pour aller chercher des freinages qu'il oublie qu'il voit pas la route. Et des fois, ça aide. si vous le dites. J'ai un ami, une fois, on était en Formule de promotion au départ de Moirazès au Rallye du Rouergue. On va le voir, on lui dit mais Guy, tu as oublié la rampe de phare. C'était une spéciale de nuit. Tellement énervé dans la spéciale, c'est lui qui fait le meilleur temps. Donc, comme quoi, des fois, c'est psychologique. Moi, je reste persuadé. J'ai une théorie à ce propos, mon cher Daniel. Les pilotes sont des gens différents des gens normaux. Ils ont soit quelque chose en plus, soit quelque chose en moins, c'est-à-dire le cerveau. Voilà. Non, je ne parlerai pas d'organes parce que forcément, sinon, ça va déraper. Vous savez ce que c'est un copilote? Non. C'est un pilote avec un cerveau. D'accord. Voilà. Ok, bon bah voilà, comme ça c'est dit, tous les pilotes de la Terre en auront pris pour leur grade. Avec Daniel Elena au micro, forcément il faut s'y attendre, mais c'est dit avec beaucoup d'humour. Guy Wilkes pendant ce temps-là est parti. Pour lui aussi, hein, ça fait une place de gagner avec cet abandon de Sébastien Ogier. Il est en bagarre avec Malagalèche, hein, donc c'est maintenant que ça devient intéressant. Alors on va faire le point avec Nico Klinger pour savoir quels sont les atouts des uns et des autres entre Guy Wilkes et Magalhaes en termes de pneus. On avait choisi quoi pour l'un et pour l'autre? Alors chacun était parti avec des pneus slick dans le coffre, donc j'imagine que chacun a des pneus slick maintenant sur le train avant. Ensuite en pneus à l'arrière ils se retrouvent quasiment avec la même chose puisque chacun a des slicks plus ou moins retaillés, mais ce qui ne changera pas grand chose sur le train arrière puisque c'est surtout sur l'avant qu'on a besoin de motricité et de freinage. Qu'est-ce qui va changer? C'est plus maintenant le feeling de chaque pilote sur la spéciale. On a vu que Bruno avait été très rapide puisqu'il fait le 4e temps au premier passage. Guy Wilkes qui lui avait fait par contre une plus mauvaise opération, qui avait fait par contre un très mauvais choix de pneus, qui avait fait le 9e temps au premier passage. Peut-être à nouveau un delta un peu important
pour Guy Wilkes qui avait un rythme vraiment inférieur à Bruno au premier passage. Ah ouais, forcément, donc, on n'a pas les mêmes repères, donc je penche un peu plus du côté de Malagalech sur cette spéciale que Guy Wilkes. Allez, on écoute Nicolas Vouilloz en compagnie de Benjamin Veillas au départ de cette dernière spéciale du rallye Monte-Carlo, puisque cette fois c'est un copilote francophone qui s'exprime. Benjamin qui veut pas nous parler à chaque fois. Non, c'est vrai, hein, ils n'ont pas eu de réussite du côté des caméras embarquées, en tout cas du côté du son. Il faut quand même admettre que techniquement c'est un schéma extrêmement compliqué et que dans l'ensemble il a très bien fonctionné. L'occasion pour nous, on est maintenant pas très loin de la fin de ce rallye Monte-Carlo, de tirer un grand coup de chapeau plutôt à toute l'équipe technique. Pour le coup, maintenant on écoute cette caméra embarquée. Très long de fois sur ciel, très long de fois sur ciel, et droite à fond. Sur Gauchy, après la borne, 60 mètres, gauche 160 plus court, 70 mètres. 60 mètres, droite 100 plus, Milon, tard. Sur Gauchy, et gauche en plonge, gauche en plonge, et droite 120 court, et gauche 120 plus, et droite 130 de Milon, et gauche à fond, 120 mètres. Au rocher, droite à fond. Droite à fond, 100 mètres. Droiti, là-haut droiti, sur Gauchy, 60 mètres, gauche 160 moins. Ici, 60 moins, 70 mètres. Droiti, 90 mètres. Droite 140, droite 140, 80 mètres. Au ciel, plus 40 mètres, épingle gauche, plus 40 mètres, épingle gauche. 70 mètres. Droite 130 plus, 130 plus. Et gauche 150 plus. Très long corde, ligne terre dans la corde. 150 mètres. En haut, gauche à fond, très long. Allez, on va changer de voiture. On a quitté à l'instant la Skoda de Nicolas Vouilloz pour passer à une autre Fabia, celle de Jan Kopecky. Jan Kopecky qui se dirige donc vers la 5e position. Il avait plus d'1 minute de retard par rapport à Stéphane Sarrazin au départ de cette dernière boucle. Il ne refera pas son retard sur la Peugeot du Français, ça c'est une quasi-certitude, mais là aussi cette 5e position pourrait peser lourd au moment de faire les comptes au soir de la dernière étape du dernier rallye de la saison IRC. Ce sera à Chypre, et d'ici là on aura fait beaucoup de beaux voyages, et notamment un crochet par l'Amérique latine. On retournera en Amérique latine où on était il n'y a pas très longtemps, hein, puisque j'ai eu du mal à me convaincre qu'on n'était plus en Argentine. Et ben on va y retourner, on passera par le Brésil avant de retourner en Argentine. Allez, Jan Kopecky. Je sais pas ce que vous en pensez, je comprends pas le tchèque, hein, donc je vais pas m'amuser à essayer de deviner ce que lui dit Petr Stary, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de retenue dans le pilotage de Jan Kopecky. Ça y est, là on voit vraiment que c'est le rythme, c'est pas du tourisme non plus, mais c'est vraiment le rythme pour ramener la voiture, comme on dit. On prend aucun risque, hein. On voit les petits endroits où on a quelques auréoles de neige ou de givre, Yann qui va assurer forcément. Là on est au col de Porte, on va arriver bientôt tout en haut de la montée, un des seuls endroits je pense où on aura de la neige sur cette spéciale. Ça, je vous confirme que c'est pas du tourisme, hein, parce que moi vous me mettez dans la voiture et je saute en route, hein, quand même, hein, même si ça roule doucement, hein. Allez, c'est parti pour Mikko Hirvonenaki. Il reste 19 km et 130 mètres à parcourir avant de terminer. C'est Juho Hänninen, pardon, j'ai un petit peu anticipé. Bah oui. Non, mais c'est parce qu'ils ont le même langage. Voilà, c'est ça. C'est les mêmes notes. J'ai entendu le décompte en finlandais. Et du coup, mes connaissances en finnois ont fait que j'ai confondu. Les Finlandais utilisent tous le même système de notes, au contraire des Latins, que chacun a un petit peu son système. C'est une école, ils ont tous appris à avoir le même système de notes. Je pense que Hänninen ou Hirvo pourraient presque s'échanger les notes.
Ah, ça c'est intéressant comme remarque. Alors qu'on voit la première voiture qui en termine. Allez, Jean-Sébastien Vigion, on était qui avec dans les lui. derniers kilomètres de la spéciale. Ouais, on était avec lui il y a 14 minutes 50 au moment où il s'était élancé. On l'avait rejoint quelques secondes plus tard. Eh bien, il est en train d'en terminer avec cette spéciale numéro 15. Pareil, hein. Jean-Sébastien qui assure, puisque au premier passage il avait fait, alors qu'il découvrait la spéciale, Ouais. 14,56. Là 10 secondes de plus, oui forcément on assure, on termine la spéciale, on termine le rallye pour sa première expérience. Moi j'ai 14,57 pour Vigion dans son premier passage. Enfin bon, ça change pas grand chose. C'est juste pour le plaisir de vous contredire. Merci. Mais bon, effectivement, le principe là, c'est vraiment d'aller de rallier l'arrivée. Allez, on retrouve Juho Hänninen. Là aussi, hein, on peut penser qu'il n'y aura pas de prise de risque hein, pour le pilote. Là, je pense que aussi bien pour Hirvonen, Hänninen, Vouilloz, Sarrazin. Bon, Sarrazin va forcément essayer de faire encore un coup. Oui. Pour ça, je pense qu'il va pas nous contredire. Mais la course est plus ou moins jouée, sauf ennui mécanique pour tous ces pilotes. La ligne va se terminer dans cet ordre-là. On leur souhaite tous d'ailleurs de rejoindre Monaco dans le même ordre. Bah oui, maintenant oui, mais bon, on aurait bien, nous on n'aurait rien eu contre, hein, un dernier rebondissement et une dernière spéciale de folie. Mais Julien Ingracia, il est dans le col de brosse, donc bon, je sais qu'il nous entend pas, mais bon, on lui souhaite bon courage parce que il fait froid là-haut. Je pense que le blouson a dû rester à l'assistance puisqu'ils étaient optimistes pour essayer d'alléger la voiture. Donc voilà, mais c'est la course. bah, ça fait partie du genre. C'est vrai qu'un alternateur, c'est quand même une des raisons d'abandon qui sont très très frustrantes. Ouais, bon voilà, Stéphane qui est parti avec les slicks et forcément qui est le plus rapide à l'intermédiaire pour le moment. Ouais, c'est quand même assez homogène hein, finalement. Bon, on a vu que quelques kilomètres de parcouru, mais finalement c'est plus homogène que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Allez, Bruno Magaliège qui après Jean-Sébastien Vigion est en train d'en terminer. Ouais, la cellule de fin de spéciale qui est dans le virage. Ouais, hein, dans la dernière épingle droite, comme ça. On voit des concurrents. Comme ça, on peut se faire plaisir. Oui, et qui se jettent vraiment, et puis ensuite on négocie la sortie. Alors, c'est un des temps à surveiller, donc 8 dixièmes. 15,06.2 hein, pour Bruno. Alors attendez, parce que là les calculs de copilote ça va trop vite pour moi, expliquez-moi là Daniel. Là on a vu l'intermédiaire après le kilomètre 6, Guy Wicks était 4 secondes d'avance sur Malagalèche, donc 7 plus 4, 11, donc pour l'instant on va dire qu'il a 11 secondes d'avance avant l'arrivée. Il reste encore 11 km à faire comme ça. Voilà, Bruno Magliacci nous dit je suis vraiment très très content, hein. C'est mon premier Monte-Carlo et je suis à l'arrivée. Dans cette boucle, on a changé un petit peu les réglages, on a durci un petit peu la voiture et je crois que c'était le bon choix. Et j'ai négocié vraiment très très calmement cette dernière spéciale. Oui, forcément. Au premier passage, tous les concurrents se sont rendus compte que ça avait séché, qu'on n'avait que quelques plaques de neige. Jusqu'à présent, les voitures ont quand même roulé, surtout hier, en setup, donc c'est-à-dire en réglage neige. Des voitures relativement souples en suspension qui permettent en fait d'aller charger le pneu, d'aller utiliser et d'aller chercher du grip, d'aller chercher de l'adhérence au sol. Des réglages souples qui sont pas forcément les meilleurs quand on a vraiment un grip asphalte, un grip dur. Donc ce que Bruno disait, durcir la voiture, c'est vraiment l'idéal pour ce genre de terrain. Oui, mais alors du coup, 20 secondes de mieux quand même pour Jan Kopecky. Guy Fréquelin, jusqu'au bout, on va toucher les réglages d'une voiture sur un Monte-Carlo. Est-ce que c'est pas un peu jouer avec le feu? Je crois que si on fait des essais sur le rallye, c'est qu'on ne les a pas fait avant le rallye. Donc quand on a fait des essais avant le rallye, il n'y a eu aucune raison que l'on change les réglages sur le rallye. Sauf bien sûr si le temps change, évidemment. Cette 5e place, c'est plutôt bien pour vous. Ouais, on n'avait pas fait beaucoup de découpes
sur les pneus. Je ne sais pas si c'était le bon choix de pneus parce qu'il y avait beaucoup de neige rapportée par les concurrents, mais ce rallye c'est vraiment complètement fou. Voilà, il a quand même le sourire, hein, Jan Kopecky. Pardon Daniel, je vous entendais dire quelque chose. Il faut dire que quand on voit les images, la nuit c'est quand même magique. Hein. Je veux dire, là on voit juste les rampes des phares qui éclairent et tout, c'est beau. Est-ce qu'on a le temps, quand on est dans la voiture, à donner les notes avec accessoirement le pilote qui va le plus vite au monde, donc du coup on a encore moins de temps d'en profiter. Est-ce qu'on a le temps justement de se délecter de ce spectacle en même temps? Attention, non, il y a un temps qui tombe et on en parle après. Allez, on va faire ça. C'est bien, en plus, il est en train de prendre des habitudes de consultant de télévision. Attention, Nicolas. Bon, alors, on va surveiller le chrono de Stéphane Sarrazin par rapport à la référence, pour l'instant, la plus rapide établie par Jan Kopecky. Ça va être un tout petit peu mieux. 4 secondes 9 de mieux pour Stéphane Sarrazin qui est en train de se placer pour aller chercher peut-être une deuxième victoire de spécial dans la soirée. Bon, en fait, pour l'instant, les deux boucles, les deux spéciales de la boucle auront été remportés. Les deux passages à Lucéram auront été remportés par Stéphane Sarrazin qui aura mis une option sur ce parcours. On va l'écouter. Ce qui paraît logique par rapport aux pneumatiques avec les slicks. Hein. Ça n'a pas été un rallye marqué par la chance pour vous. Ouais, on est content d'être au bout, mais ça n'a pas été facile. On a fait quelques erreurs et on a perdu beaucoup de temps. Voilà pour la conclusion de Stéphane Sarrazin. Alors, est-ce qu'on a le temps de profiter du spectacle, Daniel Elena? Bah, ça dépend, ouais. En fait, bon, c'est clair qu'on est plus souvent la tête dans le cahier en train de dire les notes, bien concentré. Mais Guy pourra vous dire, parce que moi, mon jeu, à l'époque, c'était de le trouver dans les spéciales. Et j'arrive à l'assistance, tiens, je t'ai vu perché en haut de l'arbre, tiens, je t'ai vu derrière le pinalet électrique. Et donc, voilà, ouais, on y arrive. Alors, ça, vous connaissant, ça ne doit pas forcément vous faire très très plaisir, Guy. Non, mais si, pas de problème. Moi, je me cachais pour ne pas les déconcentrer. S'il arrive à me voir, c'est qu'il avait vraiment le temps de le faire. C'est bien sûr qu'un coéquipier a entre deux notes la possibilité de regarder quand même à l'extérieur s'il y a suffisamment d'espace entre les virages. Si les virages sont les uns sur les autres, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Stéphane Sarrazin, donc pour l'instant en tête au temps intermédiaire, puisque même s'il a terminé. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce sont les coéquipiers qui prennent les notes et qui annoncent les notes. Et c'est pas du tout ça. C'est quand même très important, je crois, de le dire, parce que à part les personnes qui sont vraiment du milieu, énormément de personnes pensent que c'est le coéquipier qui prend les notes. Alors c'est pas du tout ça. C'est le pilote qui annonce les notes en premier passage de reconnaissance. Le copilote les note. Au deuxième passage de reconnaissance, c'est le copilote qui les annonce au pilote, qui les corrige parce que c'est lui qui les avait annoncés au premier passage, donc qui corrige en fonction du profil. Et ensuite pour la course, le copilote annonce les notes au pilote. Et là, quand il y a plusieurs passages où, s'ils refont le rallye l'année d'après, le pilote arrive encore à corriger des notes en course. Oui, on l'entend régulièrement, effectivement, voilà, les pilotes demander des petites corrections, ce qui paraît toujours surréaliste hein, quand on est, excusez-moi l'expression, quelqu'un de normal. Parce que déjà que là, à ces vitesses-là, on serait pendu à notre volant, mais là, en plus, mais c'est une question de concentration. Ouais, et puis c'est un métier, c'est un art. Alors, par contre, on a vu l'arrivée de Guy Vix. Je pense qu'on va faire le point avec Nicolas Klinger pour savoir ce qu'a donné la lutte entre tous les pilotes. On écoute d'abord Guy Vix. Ça n'a pas été le plus beau de mes rallyes, il faut être honnête. Voilà, je crois qu'on a fini par prendre l'avantage par Bruno Magalias, donc on est plutôt content de ça. Bah, oui, si les pilotes commencent à faire les calculs de temps, on n'a plus besoin d'être là. Non. C'est ce que on avait calculé. Oui, enfin, vous savez, alors après, je peux rentrer dans le jeu vu que je suis entouré de... Non, parce que je suis entouré d'un ancien vice-champion du monde pilote, donc non, je vais rien dire. Vous avez été également copilote? J'ai commencé comme copilote, bien sûr.
on a vraiment de tout dans le monde du rallye. On a Chris Meek qui a commencé en tant qu'ingénieur et qui, au moment des déverminages, finalement a révélé à son patron, Malcolm Wilson à l'époque, que finalement il était peut-être meilleur que certains de ses pilotes. Bon, on a des copilotes qui changent de baquet. Bon, on a le sens inverse aussi, puisque vous, Nicolas, vous avez commencé par tenir le volant, puis après... Non, à côté, j'étais à côté, j'ai roulé un peu, et puis finalement c'était mieux à côté. C'était mieux à côté. Bon, et Daniel, on sait qu'il fait les deux, Daniel. Il aime bien de temps en temps... J'ai bien l'image sur Malcolm qui est tendue, parce que c'est quand même, il faut le dire, la première sortie et la dernière spéciale du rallye, et surtout la première sortie de la Ford Super 2000. Et bon, il est bien tendu et j'espère que dans 2 semaines, il sera encore plus tendu quand on sera là, quoi. Ça, très sincèrement, on ne peut que compter sur vous, Nicolas Vouilloz et Benjamin Veillas, qui sont en train d'en terminer. Ah, là, bon, mais il va vraiment être soulagé, hein, parce qu'il termine son premier Monte Carlo. C'est la première fois pour lui qui termine à Monte Carlo. Bon, bah au moins, voilà. Puis on a eu des paroles plutôt intéressantes, encourageantes de la part des représentants de Skoda France qui nous ont rendu visite. Puis maintenant, c'est enregistré. Hein, donc... et Nico et Benjamin qui devraient terminer sur le podium finalement. Ouais, ça aussi, ça va être sympa de voir Nico sur le podium. On aura, très sincèrement, hein, on aura quand même une pensée pour vous, parce que j'ai absolument rien contre Benjamin Veillas, mais on aurait bien aimé vous y voir. Ah, mais moi aussi, je termine mon Monte Carlo aussi là. Bah oui. Allez, Nico Vouilloz. Bah, si on fait un podium, c'est bien. C'est vraiment dommage pour Sébastien, parce qu'il s'est vraiment battu. Bon, on est 4e, on est 3e. Bon, c'est très très bien pour Skoda. On a été très conservateur sur la fin, parce que ce rallye est vraiment très très difficile. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de panache, mais c'est la première fois que je finis le Monte Carlo, et donc avec Skoda, eh ben, c'est très très bien. Ouais, on sent effectivement le soulagement dont vous nous parliez, Nicolas. Il le disait ce matin, hein, il a dit après la première spéciale, il a dit maintenant faut déjà terminer. Il est sorti de la spéciale, il a dit qu'il n'était pas réveillé. Ouais. et en plus, il me dit, bon, c'est vrai que ça paraissait étroit entre les murs de neige, parce qu'il devait y avoir à peu près 1 mètre de mur de neige en haut du col du Perti. Et il avait vraiment pas envie de faire une erreur, il avait déjà envie de revenir dans sa région et ensuite terminer maintenant son premier Monte Carlo et sur le podium. Donc bon, ça c'est au détriment malheureusement d'un autre pilote, puisqu'on en a perdu un juste au départ de la dernière boucle. Oui, Sébastien Ogier, donc problème d'alternateur qui nous a été confirmé donc grâce à Daniel Elena qui a joint au téléphone Julien Ingrassia, encore une fois la confrérie des copilotes qui joue à fond. Regardez Malcolm Wilson là qui regarde, il regarde, devinez quoi, il regarde Eurosport, Malcolm Wilson, comme tous les passionnés de rallye. Là, on peut dire qu'on est dans le sens inverse de la course de côte de Lucéram. C'est une course de descente. Mais c'est une très belle course de côte, parce que c'est une petite partie du rallye Monte Carlo pour ceux de la région. Ouais, toutes ces routes là qui mènent au col du Turini, de toute façon, le Monte Carlo les a empruntées à peu près dans tous les sens. Je pense qu'il reste pas beaucoup de mètres qui n'ont pas été exploités par le rallye de Monte Carlo. Ouais, parce qu'on en est quand même à la 78e édition. Accessoirement. Allez, Yuo. Pareil, hein, Yuo qui veut absolument terminer, qui va dérouler maintenant. Il doit lui rester peut-être 1,5 km de descente. Ah, c'est quand même beau, hein. C'est les dernières minutes qu'on peut vous offrir en direct à bord de ces autos. Ah, il y en a donc la note précise, 1,2 km à partir de maintenant. Et regardez Malcolm Wilson qui va aller chercher. Je me demande si c'est pas la première victoire de Malcolm Wilson en tant que patron d'M. Non, il y avait eu Marcus Gronholm, bien sûr, voilà, oh là là. Oui, et bon, allez. Marcus Gronholm qui l'avait gagné, c'était en 2006. 2006, on se souvient de ce beau plongeon que vous aviez fait en compagnie de Sébastien Loeb. Je me souviens des 5 heures passées à attendre les dépanneuses aussi. C'est pour ça qu'il pense à Julien. Je me souviens quand Sébastien m'avait appelé en me disant c'est foutu, et je lui dis mais attends, c'est pas foutu, appelle vite ton assistance. À mon avis, avec le Super Rallye, il n'y a pas de problème, tu peux finir le rallye, et ils ont terminé 2e.
Oui, parce que c'était d'ailleurs la première épreuve sous la règle du Super Rally, si je ne m'abuse. Et vous en aviez profité à plein. Ah, Yuo qui se fait plaisir dans la dernière épingle. Ouais, là, il a lâché un petit peu les chevaux. Allez, 39 secondes de perdu. Par rapport à Stéphane Sarrazin. Ouais, 49. Ouais, 40. Écoutez le soulagement dans l'auto. Voilà, ça plaisante, ça rigole, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Juho Hänninen qui va donc terminer deuxième, à moins qu'il ne survienne quelque chose dans les derniers kilomètres pour Mikko Hirvonen. C'est possible encore. Vous n'avez pas pris de risque dans cette spéciale et vous finissez deuxième. Vous devez être content. Oui, bien sûr, c'est des points importants pour moi. On a perdu la bagarre avec Ogier ce matin. Et bon voilà, finalement on est à l'arrivée et apparemment en deuxième position, mais c'est vraiment un rallye très difficile. Quelles ont été les plus grosses difficultés pour vous sur ce Monte Carlo? À essayer de garder le rythme, de choisir les bons pneus, composé avec un train arrière qui n'était pas toujours équipé des bons pneus. Ça a vraiment été un rallye très difficile, nous dit, avec toujours cette expression qui revient chez les Finlandais. Oi oi oi. Allez, Mikko Hirvonen à quelques centaines de mètres maintenant de l'arrivée. Bah voilà, c'est fait. Allez, troisième temps pour Mikko Hirvonen, mais cela n'aura qu'une importance tout à fait aucune importance, voilà, on va le dire comme ça, excusez-moi, ça commence à en tout cas qui n'aura aucune incitation. Oui, aucune incidence, pardon. Voilà, on va y arriver, voilà, ça y est, le soulagement également pour Malcolm Wilson qui s'impose donc pour la deuxième fois, et félicité ici par Marcello Lotti. Je crois que Malcolm peut effectivement être satisfait de son coup. Mikko Hirvonen a maîtrisé son sujet sur ce rallye une fois de plus. Alors, quand je dis une fois de plus, pas sur ce rallye, bien sûr, puisque c'est le Monte Carlo, mais une fois de plus dans le domaine de maîtriser son sujet. Allez, on écoute Mikko Hirvonen. Ouais, toute l'équipe Ford a travaillé tellement dur ces dernières semaines. Je suis vraiment très content de remporter cette épreuve. Vous avez été en tête depuis la première spéciale, vous avez attaqué tout le temps. Oui, franchement, ça a été parfait pour nous. Tout a très bien fonctionné. On avait vraiment de très bons pneus. Pirelli a très bien travaillé. Je suis vraiment très heureux. C'est vraiment les tout premiers jours de cette voiture et tout s'est très bien passé. Donc c'est un très bon week-end. Le Monte Carlo, c'est l'épreuve la plus prestigieuse dans le monde du rallye. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné? Ouais, c'est une des épreuves les plus prestigieuses au monde. Voilà, on voit le soulagement. Je sais pas si... C'est sûr que pour Malcolm, c'est vraiment un super coup, parce que gagner le Monte Carlo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a encore peu de temps, il ne savait pas s'il serait au départ de ce Monte Carlo. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour eux. Ouais, c'est un rêve pour nous. Et quand je disais tout à l'heure que Mikko Hirvonen a maîtrisé son sujet, c'est pas étonnant qu'il donne tant de fil à retordre à Sébastien et Daniel, parce que effectivement, il a maîtrisé son sujet une fois de plus. Allez Guy, on écoute Malcolm Wilson, voilà, il nous dit, il a été en tête depuis le début et c'est un très bon début de parcours pour cette nouvelle Fiesta. Quel est l'avenir de cette voiture? Bah écoutez, on ne sait pas encore, c'est vraiment le tout début. Maintenant on va se tourner vers nos clients qui vont nous représenter pour faire l'IRC. Pour l'instant il n'y a pas de projet concret, mais avec ce résultat j'espère qu'on pourra encourager nos clients. I would need to look back in the record books, but probably is. But it's it's just great for the team because of. Voilà, j'ai pas entendu la question de Louise Beckett, mais
Voilà, effectivement, c'est une victoire qui restera dans les mémoires hein, pour Malcolm Wilson. Stéphane Sarrazin qui, quand même, accessoirement, hein, s'impose pour la deuxième fois dans ce même secteur lors du deuxième passage de 4 secondes 9 devant Jan Kopecky, de 10 secondes 9 devant Mikko Hirvonen. Guy Wilkes, 4e temps. Jean-Sébastien Vigion qui s'offre la 5e meilleure performance. Ensuite, au 6e rang, on va tourner la page. Bruno Magalièche, ensuite Nicolas Vouilloz, Juho Anninen, Jaroslav Orsak qui termine lui avec le 9e chrono à 1 minute 46 hein, de Stéphane Sarrazin. L'écart est déjà très important. Au niveau du classement général final, sous réserve d'officialisation, Mikko Hirvonen s'impose avec 1 minute 51 d'avance sur Juho Anninen. Nicolas Vouilloz qui complète le podium, Stéphane Sarrazin 4e et Jan Kopecky 5e. On a beaucoup de Skoda hein, dans le top 10, même le top 9. Guy Wilkes, Bruno Magalièche qui marque également des points très précieux. C'est, me semble-t-il, également la première victoire de Pirelli sur une épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge. J'espère ne pas dire de bêtises, mais quand il y a une bagarre de manufacturier, il faut aussi le signaler parce que c'est un plus au niveau de l'intérêt sportif. Chris Prinsen ici, qui en termine à son tour et qui va s'imposer dans la catégorie des 2 roues motrices. Apparemment, on va devoir se quitter un peu plus rapidement que prévu. Guy, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir participé à cette nuit du Turini en notre compagnie. C'était vraiment avec plaisir. Et je voulais juste dire que je pense que Sébastien Loeb, bien sûr, cette fois, doit ronger son frein de n'avoir pas pu croiser le fer avec Hirvonen sur ce rallye. Mais bon, voilà, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, bon, en tout cas, on avait Daniel avec nous. Son plus fidèle partenaire que je remercie également très chaleureusement parce qu'on sait que bon, l'un comme l'autre, vous n'êtes pas forcément très attiré par les médias. Je pense là surtout à Guy. Hein, mais bon, c'était vraiment très sympa de vivre ce moment toujours fabuleux. Hein, le Turini en direct, ça a quelque chose d'exceptionnel. On va juste écouter Chris Prinsen. Ah, ça y est, c'est fait. Oui, ça y est. On est passé dans ces spéciales du Turini, c'était très compliqué, on est très heureux, c'est génial. Voilà, faut quand même féliciter. Il est vrai que la magie de la nuit, les rampes de phare dans la neige, le faisceau des phares dans la neige, dans le Turini, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et ça fait vraiment des images fantastiques. Alors on devrait avoir, merci en tout cas, merci beaucoup Guy. On va avoir l'interview de Pavel Rabanek. On a 2 voitures sur le podium, donc on est vraiment très heureux. C'est un excellent résultat pour nous. On a 5 voitures dans le top 10, donc on est vraiment très content. Alors qu'est-ce que vous attendez maintenant du reste de cette saison 2010? D'abord on va aller en Amérique du Sud, au Brésil et en Argentine, et on essaiera d'aller gagner. Vous aviez 3 voitures officielles ici, combien vous en aurez sur les prochaines épreuves? Pour l'instant le projet c'est 2 voitures. Et on verra si on peut reconduire la coopération avec nos filiales pour engager plus de voitures. Stéphane Sarrazin, donc on revoit le tableau. Je voudrais vraiment en profiter parce que je ne sais pas exactement combien de temps il nous reste. On a remercié Guy Fréquelin et Daniel Elena qui sont sortis de la cabine. Je voudrais vraiment remercier également Nicolas Klinger avec qui j'ai passé de très bons moments. Et très sincèrement, voilà, je vous souhaite de retrouver un baquet parce que franchement vous le méritez et que je sais que c'est votre première passion. Mais alors, si c'est pas le cas, vous savez que vous pouvez venir. Franchement, on a passé des bons moments. Vous nous avez donné des informations très intéressantes, des analyses vraiment superbes. Tous les gens que j'ai eus, soit par téléphone, soit par SMS, vraiment ont été très positifs sur votre rapport. C'était un plaisir. Voilà. C'est une des façons où j'avais jamais vécu un rallye. J'ai déjà vécu un rallye à la télé, mais à regarder, à l'écouter à la radio. Vous l'avez fait en tant que pilote? Je l'ai fait en tant que pilote, copilote, mécano. Vous avez pris pendant longtemps aussi, vous avez travaillé dans l'équipe Citroën sous les ordres de Guy Fréquelin. Bref, vous avez un curriculum vitae très complet. Ben voilà encore une de plus d'expériences différentes. C'est pas la plus déplaisante. Bon, en tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe d'Eurosport aussi. Gilles,
Bah, c'est de rien, franchement, you're welcome, comme on dit. Fabien, notre Fabien qui est caméraman. avec nous quand même depuis. Alors, on va expliquer pourquoi. On fait un petit documentaire sur les coulisses du rallye qu'on vous proposera dans les prochains jours sur l'antenne d'Eurosport France. D'ici là, il y aura le résumé du rallye qui sera diffusé mardi soir entre 23h et 23h30. Et puis, il y aura également un DVD édité associé au magazine Échappement sur lequel vous pourrez retrouver les meilleurs moments de ce rallye Monte-Carlo millésime 2010. Voilà, Guy Fréquelin nous a rejoint de nouveau dans la cabine. Encore une fois, on vous remercie. C'est les dernières secondes de ce Monte-Carlo 2010. À très vite et à l'année prochaine. Bye bye. Et rendez-vous à Curitiba.